France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde, un jour en Europe, terre d'immigration ou pas? Illegal immigration undermines not just our border controls, it undermines the very sense of fairness that is so central to our national character. C'est Rishi Sunak qui parle, vous l'avez reconnu, Premier ministre britannique que l'on entend essayer de convaincre du bien fondé de sa réforme sur l'immigration. Effet miroir avec nous et notre loi à nous, c'est même saisissant, vous allez voir, parce que le Royaume-Uni aussi est dans une crise politique qui pourrait bien d'ailleurs renverser le Premier ministre. Bonsoir Richard Place. Bonsoir. Vous êtes le correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Dans un instant, Richard, on ira en Espagne où la situation est inverse. Nous irons à Bruxelles pour voir combien les politiques d'immigration sont l'épine dans le pied vraiment de beaucoup d'Européens. Mais on commence donc avec vous sur ce texte qu'on va détailler ensuite. Est-ce que Rishi Sunak est en train de jouer sa tête ce soir, Richard Place ? Alors potentiellement oui, certains dans son camp redoutent un scénario catastrophe avec un gouvernement mis en minorité aux communes par la faute de ses propres députés, ce qui n'est pas arrivé depuis près de 40 ans. Ensuite, certains pourraient être tentés, comme ils l'ont fait avec Boris Johnson puis Liz Truss, d'envoyer des lettres de défiance. S'ils sont suffisamment nombreux, ils renversent le gouvernement. Il faut alors lancer un nouveau scrutin interne pour désigner le chef du parti. Ce serait le 4e Premier ministre en 4 ans, tout ça sans changer de majorité aux communes, ce qui est absolument lunaire. Dans ces conditions, Sunak pourrait être tenté de provoquer des élections générales qui doivent de toute façon se tenir l'année prochaine. Il pourrait décider de les organiser dans le courant du mois de janvier, une manière de mettre un terme à une mandature cauchemardesque. On n'en est pas là au moment où on se parle, mais c'est un scénario envisageable. Alors Richard, sur le fond, le projet politique migratoire de la Grande-Bretagne est plus restrictif et surtout, il y a cet accord avec le Rwanda qui est très controversé, un accord de transfert de certains illégaux. Est-ce que c'est ça précisément qui fait tanguer le gouvernement ? Ouais, précisément. Et l'idée de départ, c'est nous accueillons des gens qui arrivent illégalement, on les loge, on les nourrit en attendant de statuer sur leur demande d'asile et ça nous coûte trop cher. Le gouvernement a donc noué un partenariat avec le Rwanda qui, contre de l'argent, s'engage à accueillir ces gens. Aucun chiffre n'a été précisé officiellement, mais on parle là de quelques centaines de personnes au maximum. Les Britanniques ont déjà versé près de 300 millions d'euros aux autorités rwandaises et aucun demandeur d'asile à cet instant n'a encore jamais été envoyé là-bas. Un avion a failli décoller, mais les recours judiciaires l'en ont empêché, notamment la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement avait donc décidé d'aller devant la justice britannique pour essayer d'obtenir gain de cause. Raté, la Cour suprême lui a donné tort également le mois dernier et retoqué le projet avec le même argument. À chaque fois, le gouvernement rwandais ne pourrait pas assurer la sécurité de ses réfugiés, d'où cette nouvelle mouture soumise à l'instant aux députés qui affirment que le Rwanda est un pays sûr. Alors la ligne de fracture, justement, entre conservateurs modérés et ceux qui veulent qu'on soit plus strict encore, où est-ce qu'elle se situe exactement ? Alors vous allez voir Fabienne, on va retrouver une vieille lune ici. Je vous ai parlé de Cour européenne des droits de l'homme et là-dedans, il y a un mot qui rend dingue les conservateurs les plus durs. Vous vous en doutez, c'est européenne. Ils ont fait le Brexit, ils se sont débarrassés de Bruxelles, de Strasbourg, de Paris et paf, ils se retrouvent avec une cour européenne qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'exigent les plus radicaux, c'est tout simplement passer outre les avis de cette juridiction, voire carrément quitter la CEDH pour agir, disent-ils, en toute liberté. Et le texte proposé par Sunak aujourd'hui ne va pas aussi loin, ce qui a provoqué la démission de Robert Jenrick, son ministre de l'immigration, qui sur la BBC a dit tout le mal qu'il pensait de ce texte. Je crois que cette loi ne marchera pas. Ça mènera à une série d'actions en justice. Notre projet s'enliserait. Et l'objectif n'est pas « pouvons-nous envoyer 1 ou 2 avions symboliques avant les prochaines élections avec une poignée de migrants illégaux à bord ?» Nous voulons créer une dissuasion efficace et durable et arrêter les bateaux et défendre les frontières de ce pays pour les années à venir. Chez les conservateurs modérés, on ne veut pas se fâcher avec des partenaires étrangers pour une loi qui, de toute façon, n'est que symbolique, vous l'avez compris, sur les chiffres. On ne veut donc pas non plus s'affranchir de la justice britannique qui, jusqu'ici, a dit non. Donc, on surveille avec attention toute tentative de durcir le texte aujourd'hui pour Alors j'espère qu'on l'a pas. Au milieu. Voilà, on a failli vous perdre, Richard, mais on vous a retrouvé et c'est tant mieux. Il y a quand même une donnée qu'il faut rappeler. Le Brexit est né du refus de l'immigration, ça on s'en souvient bien. Mais l'obsession politique du moment, on a d'ailleurs entendu le ministre de l'immigration arrêter les bateaux. Ce sont les traversées de la Manche.
Oui, les small boats qui reviennent en permanence dans le discours politique. L'année dernière, près de 46 000 personnes sont arrivées en Angleterre illégalement par la Manche, du jamais vu. Et ce chiffre progresse constamment depuis 2019, depuis l'élection des conservateurs. C'est un comble, sauf cette année où il revient à un niveau équivalent à celui de 2021, c'est-à-dire autour de 30 000. La situation, franchement, est ubuesque. Le gouvernement Sunak obtient actuellement des résultats grâce à une meilleure collaboration avec la France et l'Albanie notamment. Et c'est cette administration qui se retrouve en grande difficulté avec sa majorité sur ce sujet. Alors, je vais pas vous demander de lire dans une boule de cristal, mais comment il fait pour se sortir de cette situation périlleuse, Rishi Sunak ? Il discute depuis ce week-end, depuis ce matin encore, avec les modérés, avec les plus radicaux, exactement, sauf que c'est à l'intérieur du même parti ici. Le but n'est pas de convaincre un autre parti, mais d'essayer de rassembler les morceaux du Parti conservateur. Et alors, pendant que d'autres boivent un peu du petit lait quand même, en écoutant les conservateurs mal se dépatouiller, sur les fameuses traversées de la Manche notamment, écoutez Keir Starmer, c'est lui le leader des travaillistes, et voici ce qu'il dit. Je veux que personne ne fasse ce dangereux voyage dans la Manche. C'est la preuve que le gouvernement perd le contrôle de nos frontières. Ce sur quoi je me concentre, ce sont les moyens pratiques d'empêcher ces traversées, pas de gadgets qui provoquent des petites querelles internes, parce que c'est ce qui se passe. Les conservateurs se battent entre eux. Voilà, Keir Starmer, le leader des travaillistes. Richard, une dernière question. Tous les sondages donnent les travaillistes vainqueurs, effectivement, en cas d'élection. Est-ce qu'on dit au Royaume-Uni que ce texte-là, c'est le clou qui ferme le cercueil de Rishi Sunak et de la majorité conservatrice ? C'est clairement un sujet qui met la majorité en très très grande difficulté. Elle avait été déjà pas bien partie dans ces élections qui doivent avoir lieu l'année prochaine. Les sondages donnent en règle générale les travaillistes 20 points devant eux. Ça paraît évidemment incommensurable et on ne voit pas bien comment les conservateurs vont se sortir de ça. Mais vous avez entendu Keir Starmer, il a finalement la partie belle. Il regarde les conservateurs se tirer dans les pattes, mais lui-même ne propose rien de concret sur le sujet précis de l'immigration. Allez, quittons, merci beaucoup Richard Place, quittons le Royaume-Uni pour l'Espagne. Pourquoi l'Espagne ? Parce que voilà un pays voisin qui aussi a un sujet évidemment autour de l'immigration. On va parler chiffres, qui a aussi une extrême droite qui s'appelle Vox, qui prend une grande importance. Et pourtant, bonsoir Mathieu de Taillac. Bonsoir Fabienne. Et pourtant, Mathieu, le débat chez vous est nettement moins électrique qu'en France. Oui, disons que le gouvernement de gauche ne sent pas une impérieuse nécessité de préparer une grande réforme de la législation en matière d'immigration. Effectivement, il y a Vox d'extrême droite dont vous parliez qui essaie bien d'inscrire sur l'agenda politique les questions de l'immigration, notamment celle des mineurs non accompagnés. Le parti les accuse de tous les maux. Ou la question de l'islam qui est assez liée en Espagne parce que on commence tout juste à connaître la seconde génération, les enfants d'immigrés. Mais même là-dessus, disons que la laïcité n'est pas un principe aussi constitutif de la démocratie espagnole qu'il ne l'est de la République en France. Et puis, l'opposition de droite classique, le Parti populaire, le PP, n'en fait pas non plus de l'immigration un cheval de bataille, sauf ponctuellement, localement, par exemple quand il s'agit de répartir sur le territoire les migrants arrivés aux Canaries. Parce que l'Espagne, justement, a battu des records d'arrivée sur cet archipel, précisément, Mathieu. Oui, quasiment 15 000 entrées de migrants aux Canaries au mois d'octobre dernier. C'est un record mensuel absolu depuis que l'on enregistre ces chiffres, depuis 2006 et un peu plus de 30 000 entre janvier et octobre. C'est aussi tout proche du record annuel de 2006, alors qu'il restait 2 mois à comptabiliser. Quand il y a des arrivées soudaines, le gouvernement central répartit les personnes dans les différentes régions de la péninsule ibérique, sans demander l'accord des régions ou des communes concernées, parce que c'est les centres qui dépendent du gouvernement. Ça crée parfois des tensions avec les dirigeants locaux ou avec les populations, surtout lorsqu'il s'agit de petites villes ou de villages. Et alors Mathieu, là où l'effet miroir avec chez nous, encore une fois, est à souligner, la restauration, l'agriculture, tout ça ce sont des secteurs qui ne peuvent pas fonctionner sans l'immigration. Et là aussi, c'est une situation qui semble mieux passer chez vous que chez nous. Quels sont vos débats sur cette immigration économique, celle qu'on appelle nous parfois ici l'immigration choisie ? Alors, dernièrement, celui qui était le ministre à la Sécurité sociale dans le gouvernement sortant, vous savez que Sanchez a renouvelé son gouvernement il y a quelques semaines, ce ministre était très volontariste sur la question. Il était convaincu que l'Espagne a besoin de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Ça fait peut-être pas toujours plaisir aux syndicats qui rappellent le taux de chômage, mais c'est vrai et c'est pas nouveau dans l'agriculture. Le gouvernement veut faciliter les venues régulières des mêmes travailleurs en fournissant des autorisations sur 4
4 ans, avec chaque année un séjour de maximum 9 mois. Et puis cette autorisation est renouvelée si les règles sont respectées. Il y a aussi des listes de professions, un peu comme les métiers en tension en France, qui sont régulièrement actualisées. Le gouvernement envisage de permettre aux employeurs sur ces secteurs, par exemple la construction, le transport, de former en Espagne la main-d'œuvre étrangère, donc de les faire venir avant, puis ensuite de les embaucher dans ces secteurs où on en a cruellement besoin. Merci beaucoup Mathieu de Taillac avec nous depuis Madrid. C'est à Bruxelles que se déroule la dernière escale. C'est là qu'on va essayer de vous donner une vue d'ensemble. Bonsoir Angélique Boin. Bonsoir à tous. Correspondante de France Inter à Bruxelles. Angélique, parce que désormais chaque élection dans l'Union met en avant une problématique migratoire. Évidemment, le dernier exemple en date, ce sont les Pays-Bas. C'est sur l'immigration que le gouvernement a chuté. Oui, après 13 ans au pouvoir, le Premier ministre Mark Rutte a démissionné en fait en juillet dernier et jeté l'éponge, quitté même la politique nationale après une crise gouvernementale aiguë sur une loi migratoire sur laquelle les partis politiques s'étaient déchirés. Rutte proposait de durcir les restrictions pour le regroupement familial afin de faire baisser le nombre d'arrivées. Les 4 partis au pouvoir dans la coalition se sont fracturés sur l'idée d'instaurer des quotas du nombre d'enfants provenant de zones de conflit. Et puis donc la chute du gouvernement a entraîné, souvenez-vous, des élections législatives marquées par la victoire surprise de l'extrême droite. Angélique, encore un exemple emblématique en Europe. Je voudrais qu'on parle du Danemark avant de poursuivre avec d'autres voisins, parce que le Danemark va très loin, et notamment sur les recours, d'ailleurs, comme voulaient le faire les Britanniques. Le Danemark qui a pourtant un gouvernement social-démocrate, mais qui applique une politique migratoire en effet extrêmement restrictive dans la foulée des précédents gouvernements, avec une politique du retour extrêmement active, des conditions aussi durcies pour obtenir la nationalité et quasi plus de regroupement familial. On peut citer aussi la Suède, dirigée aujourd'hui par une coalition soutenue par un parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, coalition qui a été élue sur la promesse d'une baisse de l'immigration et de la criminalité, et avec un fort engagement politique à limiter, certes, les arrivées, mais aussi à mieux intégrer les nombreux migrants qui étaient arrivés dans les années 90. Et puis il y a l'Italie, où la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, membre du parti nationaliste Frères d'Italie, allié à la Ligue de Salvini, s'est fait élire sur un discours ouvertement hostile aux migrants. Meloni qui parle régulièrement d'immigration massive. En tout cas, Angélique, et ce sera la dernière question, ça entrevoit des débats difficiles évidemment avant les élections européennes, c'est au mois de juin, ça viendra très vite, ce sera forcément l'une des grandes questions centrales. Oui, tout le monde ici à Bruxelles le pressent ou le redoute, ce sera l'une des thématiques les plus fortes de cette campagne, car c'est une préoccupation qui touche les citoyens de beaucoup d'États membres en fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la pression est très forte en ce moment sur les négociateurs du pacte Asile et Migration, cet ensemble de lois qui prévoit justement de réorganiser, de réformer à l'échelle de l'Europe notre politique d'accueil et d'asile, d'établir par exemple une solidarité entre pays de premier accueil et les autres, de mieux répartir les migrants, de créer aussi des centres de tri aux frontières pour accélérer l'examen des demandes d'asile et permettre de renvoyer plus rapidement ceux qui ne remplissent pas les critères. Tout ça est en cours de négociation très difficile, mais l'objectif c'est d'aboutir avant le scrutin. Pourquoi ? Eh bien pour envoyer un signal aux citoyens qui ont voté, leur dire en gros que l'Union va réorganiser sa politique d'accueil, mieux contrôler ses frontières pour tenter de freiner l'ascension qui est redoutée des partis d'extrême droite nationalistes et souvent eurosceptiques. Merci beaucoup Angélique Boin, merci pour ce tour d'Europe, merci à Mathieu de Taillac et à Richard Place aussi, mais t'as vu qu'on n'a pas fini d'en parler, merci à tous. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe à Taïwan, un mois avant les élections. Vous verrez dans une ambiance où chacun, dans un avenir plus ou moins proche, sait aussi qu'il faudra se préparer à une invasion chinoise. Pour aller jusqu'à 19h, le gang habituel, c'est d'abord Kevin Dufresne sous les radars. En Corée du Sud, où malheur, BTS, c'est fini pour le moment. Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madvon. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. Les Houthis multiplient les attaques en mer Rouge. Un autre front de la guerre avec l'Iran, acteur en coulisses. Et Caroline, au pays des 27. Salut, Caroline Gillet. Oui, bonsoir. Alors, moi, je me suis posé la question de qui sont les lobbyistes. Je suis allée avec l'un d'eux sur son terrain de chasse dans un palais bruxellois au European Health Summit. Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par l'Italie. Indémodable Paolo Conte, comédie. Merci de nous écouter. Vous êtes dans Un jour dans le monde. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Wa 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 wa.
Wah 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 wah. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, ah, come di Dangereux. La comédie d'un jour, d'un jour ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Wah 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 wah, wah 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 wah. Wah 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 wah. Ma cos'è la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di, come di anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli, come di Dangereux. Et c'est à Taïwan que je vous emmène dans le reportage d'un jour dans le monde. Les yeux du monde sont sur Taïwan qui va voter le 13 janvier prochain. Nouveau président et député. La seule chose qui compte, ce sont les rapports avec le voisin chinois qui, vous le savez, considère que Taïwan est à lui et qui fait planer une menace d'invasion. Tout le monde vit avec cette menace, vous allez le voir. Le reste, c'est Adrien Simor qui raconte. Armes en plastique et tenue camouflage. Dans ce parc de Taipei, ces jeunes participent à un atelier de défense civile. Le formateur est un ancien volontaire en Ukraine, Chen Shuyen. Je suis parti en Ukraine parce que je pense que la situation avec Taïwan est très similaire. On est deux petits pays menacés par un puissant voisin autoritaire. Mon objectif, c'était d'apprendre du terrain et de ramener ses connaissances à Taïwan. Comme 95% des Taïwanais, tous sont opposés à une annexion chinoise. Chen Yu, ingénieur de 32 ans, veut apprendre des techniques réelles de combat. Pendant notre service militaire, on n'apprend pas grand-chose. Et c'est vrai que nous, les Taïwanais, on aime bien mener une petite vie paisible, mais je pense que c'est justement parce qu'on apprécie ce mode de vie libre et démocratique que si un jour la Chine nous attaque, on se mobilisera. En janvier prochain, presque tous voteront pour le parti au pouvoir. Depuis son élection en 2016, le gouvernement a augmenté le budget de la défense, mais surtout triplé la durée du service militaire. Dans ce lycée de Taipei, ces 4 amis sortent de leur entraînement de basketball. Eux rêvent de devenir médecin, commercial ou simplement de faire le tour du monde. Mais avant cela, ils devront désormais faire 1 an de service militaire. Je pense que cet allongement du service militaire est inévitable. Les tensions autour de Taïwan sont de plus en plus grandes. Regarde, la Chine envoie chaque jour des avions nous harceler. Donc c'est normal qu'on se prépare. Mais serait-il prêt pour autant à se sacrifier pour Taïwan ? Tous les 4 ont la même réponse. Non, moi je m'enfuirai. Les soldats chinois sont beaucoup trop nombreux par rapport à nous. Mais je pense qu'aider son pays, ce n'est pas forcément mourir pour lui. Moi, je veux aller à l'étranger et faire connaître Taïwan. Comme ça, encore plus de pays nous soutiendront et pourront dissuader la Chine de nous envahir. Éviter la guerre, c'est l'argument principal du parti d'opposition. Le parti nationaliste chinois, 2e dans les sondages, appelle à reconnaître l'appartenance de Taïwan à la Chine. Monsieur et Madame Wang sont des agriculteurs du sud de Taïwan. Ils cultivent la pomme cannelle. 95% de sa production est exportée vers la Chine. Avant, dans ce champ, tous ces fruits étaient destinés aux consommateurs chinois. Il y a 2 ans, l'importation de ce fruit a été bannie par la Chine. Le gouvernement accuse Pékin de manipulation politique.
Je pense que ce n'est pas juste que ce soit nous, les paysans, qui payons le prix fort. À cause de ça, beaucoup de mes amis veulent maintenant voter pour le parti d'opposition. Ils disent que si on discute avec la Chine, alors ce sera mieux pour notre économie. Moi, je suis pas sûre. J'ai l'impression que c'est une forme de chantage. La Chine pourrait-elle aller au-delà de ces pressions économiques ? Rendez-vous dans les locaux du ministère de la Défense. Ce bâtiment a été construit sous la colonisation japonaise. Aujourd'hui, c'est une caserne militaire. Ce Ming-She est chercheur dans cet institut d'études au service de l'armée taïwanaise. Si les États-Unis cessent de soutenir Taïwan ou si notre défense nationale est trop faible, alors la Chine pourrait nous envahir à tout moment. Malgré tout, il y a quand même un détroit qui nous sépare et notre capacité de résistance est assez forte. Donc, pour l'instant, ce n'est pas si facile. Les Taïwanais en sont certains, ils ne veulent pas d'une annexion chinoise. Mais la peur de la guerre les fera-t-elle changer d'avis ? Réponse le 13 janvier prochain. Adrien Simor pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et nous sommes d'abord aux États-Unis où la justice met en danger une femme qui souhaite avorter. Elle s'appelle Kate Cox, elle a 31 ans et il y a quelques heures, ses avocats ont indiqué qu'elle était, je cite, contrainte de quitter l'État pour pouvoir avorter. Enceinte de 21 semaines, son fœtus est très malade, la probabilité qu'il meure in utero est très élevée et de plus, sa propre santé est en danger. Mais au Texas, l'avortement est interdit, y compris en cas de viol, sauf s'il y a danger de mort pour la mère. La Cour suprême de l'État a donc annulé hier l'autorisation d'IVG obtenue par Kate Cox quelques heures plus tôt. C'était la première fois depuis 50 ans qu'une femme demandait l'autorisation d'avorter d'urgence dans le pays. C'est Ken Paxton, le procureur général ultra-conservateur du Texas, qui a saisi la Cour suprême. Il a même écrit à plusieurs hôpitaux dans la foulée pour rappeler aux médecins que ceux qui pratiqueraient une IVG hors du cadre légal risquaient jusqu'à 99 ans de prison. Et nous voici au Mexique où les trafiquants de drogue s'attaquent aux policiers. C'est malheureusement fréquent dans le pays, mais cette histoire est digne d'un scénario de série télé. Ça se passe à Tijuana, 2 millions d'habitants à la frontière avec les États-Unis. Mi-novembre, 6 policiers corrompus par les trafiquants mettent en place une opération pour leur voler une grande quantité de cocaïne, un vol filmé par une caméra de surveillance. Le cartel sait alors immédiatement qui lui a porté préjudice. Résultat, au moins 2 des policiers impliqués ont été tués par des trafiquants. Depuis, le bureau du procureur de Tijuana a même été pris pour cible et d'après les sources citées par l'agence américaine Associated Press, 3 autres policiers qui n'ont rien à voir avec l'affaire ont été abattus. L'organisation criminelle ayant visiblement décidé de mener une vendetta généralisée, un épisode violent de plus à Tijuana, où la maire de la ville a même décidé il y a 6 mois de vivre dans une base militaire désormais pour sa sécurité. Et puis nous sommes en Corée du Sud, où être une superstar ne donne aucun passe-droit. Et vous avez reconnu, bien sûr, Fabienne, les BTS, le boys band de K-pop le plus populaire du monde. Un extrait de Take Two, leur dernière chanson sortie en juin, et ça risque d'être la dernière pendant un bon moment, parce qu'aujourd'hui, les 7 garçons de BTS font tous leur service militaire obligatoire avant 30 ans pour tous les hommes dans le pays. Jimin et Jungkook sont les 2 derniers à avoir rejoint les rangs de l'armée aujourd'hui même, le premier à s'être enrôlé l'a fait il y a 1 an. Pas d'exemption donc accordée pourtant à certains athlètes ou à des musiciens classiques en Corée du Sud, mais c'est un sujet de débat depuis de longues années dans le pays, parce qu'au-delà du fait que ça rend des millions de fans très tristes, on s'en doute, cette période va priver la Corée du Sud et de ses meilleurs ambassadeurs et de beaucoup d'argent. Selon certaines estimations, le groupe rapporterait chaque année quelques 4 milliards d'euros au pays. Kevin Dufresne, merci beaucoup. Vous partez non pas avec de la K-pop, on est vraiment très 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 loin. Vous partez avec The Choral de Sinners. C'est bien aussi. C'est le titre, c'est bien aussi, c'est même mieux, j'ai envie de dire. Un extrait du dernier album du groupe rock anglais. C'est une BO imaginaire, figurez-vous, d'un western spaghetti. By the name of the sinner, I move through the streets like a ghost. I used to work for the family. Now I'm running like the devil for the coast. Do you laugh? Do you cry? Will you sing a lullaby
for the sinner. I'm the sinner. A deal gone wrong. Now I'm on the run. I'm leaving Dublin behind. I'll catch the boat at Califort. Set for Liverpool tonight. Do you laugh? Do you cry? Will you sing a lullaby for the sinner? I'm the sinner. He said betrayal's the greatest sin of all, and it's impossible to forgive a friend. She died like silence as it falls. I loved his sister until the end. I'll buy my time like a memory and move in the shadows like a thief. The Choral, The Sinner sur France Inter. Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Franck, au Moyen-Orient, les rebelles Houthis revendiquent aujourd'hui un nouveau tir de missiles contre un navire en route vers Israël. Ce soir, vous nous expliquez pourquoi ces attaques en mer Rouge sont bien plus que de simples provocations. Alors, ces attaques font rarement les gros titres, mais depuis 2 mois, elles se multiplient. Dernière en date, hier donc. Un pétrolier battant pavillon norvégien a été atteint par un missile de croisière, déclenchant un incendie qui a pu être maîtrisé, pas de blessés. Le tir a été revendiqué ce matin par les rebelles Houthis du Yémen, alliés de l'Iran. Une frégate française a été impliquée. Avant l'attaque, elle avait détruit un drone qui visait le navire finalement touché. Samedi, cette frégate avait déjà abattu 2 drones qui la menaçaient directement. C'est la première fois qu'un bâtiment français était visé par les Houthis depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Ces dernières semaines, la mer Rouge a donc été le théâtre de plusieurs incidents de ce type. Au moins 6 navires commerciaux ont été pris pour cible par des drones ou des missiles. L'attaque la plus spectaculaire remonte au 19 novembre, quand un commando Houthi s'est emparé d'un cargo qui appartient indirectement à un homme d'affaires israélien. Le groupe armé du Yémen a filmé l'opération et diffusé les images. Le bateau a été conduit dans un port du Yémen. Ses 25 membres d'équipage sont toujours séquestrés. Et les Houthis menacent tous les bateaux en mer Rouge, Franck. Oui, tout bateau en route pour Israël peut être visé tant que les populations de Gaza ne recevront pas une aide humanitaire d'urgence. Cette menace devient un obstacle au commerce international, à la liberté de navigation en mer Rouge. 1/10 du trafic maritime mondial passe par cette zone. Le détroit de Bab el-Mandeb, au sud de la mer Rouge, entre le Yémen et Djibouti, est considéré comme le 4e point de passage le plus important au monde pour les pétroliers. On est pourtant loin d'Israël, à environ 2000 km, mais les Houthis se sont invités dans la guerre. Ils affichent leur soutien au Hamas et ont plusieurs fois visé directement Israël en envoyant des drones et des missiles contre son territoire, notamment contre la ville d'Elat dans le sud, des engins presque tous interceptés par Israël. Et alors c'est difficile de ne pas y voir la main de l'Iran. Oui, forcément les Houthis appartiennent à ce qu'on appelle l'axe de la résistance iranienne au Moyen-Orient, aux côtés du Hamas, du Hezbollah au Liban, des milices chiites en Irak et en Syrie. Tous ces mouvements ennemis d'Israël sont des bras armés de Téhéran dans la région, même s'ils conservent une certaine autonomie. On pourrait considérer les Houthis comme une menace distante, presque secondaire en regard de la tragédie du 7 octobre en Israël ou des représailles israéliennes à Gaza. Mais
Premièrement, la sophistication des attaques mérite notre attention. Les Houthis disposent d'armes très élaborées, des drones, des missiles de croisière, mais aussi des missiles balistiques capables de frapper des navires, donc des cibles mouvantes. C'est rare et ça montre bien que l'Iran fournit aux Houthis un arsenal de premier plan. Deuxièmement, le trafic en mer Rouge, on l'a évoqué, s'en trouve sérieusement affecté. Hausse des frais d'assurance, modification des plans de route pour certains navires. Les États-Unis proposent d'ailleurs la création d'une force navale pour protéger le trafic commercial. L'Occident commence à réaliser que cet autre front de la guerre ne peut être négligé. Franck Maddevon, merci beaucoup. À demain, le mardi, c'est Caroline Gillet qui pousse les portes de l'Europe, mais qui frappe avant d'entrer. France Inter. Le 18-20. Voilà, Caroline au pays des 27. Caroline, chaque semaine, vous ouvrez donc des portes de celles et ceux qui travaillent pour ou autour des institutions européennes. Et aujourd'hui, un sujet bien important, vous frappez aux portes d'un lobbyiste. Oui, qui ce jour-là est en mission dans un palais. Mais d'abord, comment trouver un lobbyiste ? Il y en aurait 48 000 à Bruxelles selon Transparency International. Bruxelles, seconde capitale des lobbyistes après Washington. Alors bien sûr, le dialogue avec les lobbies fait partie du processus démocratique, mais pour les encadrer, ils sont invités à s'inscrire sur un registre de transparence accessible en ligne. On y trouve, et c'est très varié, des ONG, des syndicats, des cabinets de com qui représentent des entreprises et des gouvernements. Et parmi ceux inscrits, Yalchin Mamadov, qui représente l'Alliance internationale des organisations de patients de dermatologie. Yalchin était bien sûr présent au sommet européen de la santé, qui avait lieu il y a quelques jours à Bruxelles, dans le palais d'Egmont. On rentre, donc c'est un grand on peut dire que c'est un palais avec une grande cour de style néoclassique. Une grande cour où il y a dû y avoir des chevaux et des calèches à une époque. Construit à l'origine entre 1548 et 1560, avec beaucoup de marbre et des incrustations de bois de toutes les couleurs. Et des très grandes portes et un monsieur qui ouvre la porte quand on arrive. Waouh, bonjour. Un escalier en marbre incroyable. Assez tape à l'œil. Et j'arrive à la conférence au meilleur moment, celui de la pause café. Alors, c'est le moment de réseautage. Depuis l'intérieur de sa veste et dans un mouvement extrêmement maîtrisé, Yalchin me montre à quelle vitesse il peut dégainer une carte de visite. Si jusqu'à la fin de la journée, j'ai plus de business card, c'est que ça a été une bonne journée. À Bruxelles, je pense que c'est un cas unique peut-être. Il y a une culture de réseautage où vous pouvez facilement aller chez quelqu'un et lui demander vous voulez qu'on fasse un essai ? Un essai. Ouais, trop bien. Hey, are you from Politico? I am, yeah. How are you doing? Et voilà qui saute sur un gars qui passait par là, il se présente et il y va franco avec cette question « Vous faites quoi ici, vous ?» Tout simplement. Et bon à savoir, il est toujours possible d'abréger avec un classique « Super de vous parler », même s'il ne s'est pas dit grand-chose. Il y a une jeune femme qui passe avec une petite sonnette à la main. Ah oui, ça veut dire qu'il est temps de rentrer. Est-ce que vous voulez qu'on aille se mettre sur l'autre petite table où il reste des biscuits ? Ah, ça c'est... C'est pas bête, non ? Les gens remontent tout doucement dans les salles de conférence. Nous, on reste près des cookies avec les serveurs qui débarrassent les tasses. Je lui demande ce qui se joue dans un sommet comme celui-ci sur la santé. Il y a la législation pharmaceutique européenne qui va être renouvelée et il y a les intérêts des groupes pharmaceutiques, de la société civile, il y a les intérêts des politiciens qui ne convergent pas toujours. Donc il y a un dialogue pour que l'Europe soit plus prête à faire face aux défis liés à la santé, des pandémies pour les mois à venir. Yalchin dit qu'il est fier de son travail, mais ce n'est pas une vocation de toujours. Il est né en Azerbaïdjan, où il a grandi dans la période trouble du début des années 90. Je me souviens du janvier-noir. C'est la période où les chars soviétiques ont réprimé les manifestants à Bakou. Ils en ont tué 10 dizaines. Yalchin a fait des études en France, puis il a reçu une OQTF, une obligation de quitter le territoire, et il est alors venu étudier en Belgique. Il a fait un doctorat en sciences politiques, et il est rentré ensuite en France pour devenir professeur à l'Université catholique de Lille. Il a commencé à travailler comme lobbyiste parce qu'il avait besoin de compléter ses revenus de prof et parce qu'il était lui-même concerné par des problèmes de peau, qu'il voulait s'engager auprès des militants sur ce sujet. J'ai lu qu'il fallait parler du bon dossier au bon moment avec la bonne personne. Exactement. C'est-à-dire que vous avez une seule chance de parler à quelqu'un. Si vous ratez, c'est raté pour longtemps. En plus des cartes de visite et de la bonne question d'accroche, il faut un pitch court pour défendre son projet. Jusqu'à récemment, Yalchin n'en avait pas, il s'en est mordu les doigts quand il s'est retrouvé dans un ascenseur. J'étais dans un hôtel pas loin d'ici, pour une conférence sur l'Ukraine. Avec un milliardaire. Et dans l'ascenseur, il y a George Soros. Il y avait lui et moi. Donc on a fait
Mais vraiment, quelques étages, mais une dizaine d'étages. Et je lui ai rien dit. Voilà. Si là, je vous donne une deuxième chance, peut-être qu'il nous écoute. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire ? Qu'il investisse plus dans les organisations de patients. Je lui demande s'il trouve que les lobbies sont assez encadrés. Il y a effectivement un registre de transparence. Les organisations qui font du lobby ne sont pas obligées, mais sont invités à s'inscrire dans ce registre de transparence. L'information qu'ils fournissent dans ce registre n'est pas vraiment contrôlée. N'est pas vraiment vérifié, ils peuvent raconter n'importe quoi. Peut-être que les pays développés, les pays prospères ont une responsabilité de se montrer exemplaires. Bon, ils n'ont pas une responsabilité de changer le monde, mais si on peut partager de bonnes choses, faisons-le. Alors merci à Yalchin Mamadov. Il paraît qu'il pourrait y avoir de nouvelles mesures pour encadrer les lobbies à Bruxelles. On va surveiller tout ça. Merci beaucoup, Caroline. Merci aussi à Lison Chambre qui vous accompagne dans ce projet. Et puis si vous tombez sur Georges Soros dans un ascenseur, n'hésitez surtout pas à vous adresser à lui. Caroline, à mardi prochain. Et merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly qui vient d'arriver. C'est une bonne nouvelle. Juste après, il y a le téléphone sonne avec Philippe Lefébure qui est là. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Alors, il y a de la crise politique dans l'air ce soir. 270 contre 265. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Alors un peu comme un footballeur qui a raté un pénalty décisif et qui le revit 1000 fois en cauchemar, peut-être que Gérald Darmanin a entendu, réentendu 1000 fois la nuit dernière la présidente de l'Assemblée annoncer le résultat du vote. Un vote qui change la donne politique de ce quinquennat, peut-être, on en discute, en tout cas ce soir au Telson. Philippe, très beau prénom, par mail. Pour moi, le gouvernement s'est pris le revers de la réforme des retraites, ça ne me choque pas du tout. Dominique, par mail, les oppositions ont voulu se faire le gouvernement, ce vote est complètement irresponsable. Je suis dépité de voir ce spectacle, de voir que des députés ont perdu la raison. C'est irresponsable, c'est affligeant pour des gens payés avec nos impôts. Eh ben écoutez, ça commence bien. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous. Le chemin vers WhatsApp, vous l'avez aussi. À tout de suite.